Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo consacrée au PLIB 2022. J'avais dans l'idée au départ de vous présenter les deux finalistes suivants sur ma liste et puis de vous faire une troisième vidéo à propos du grand gagnant, en tout cas pour celui pour lequel je vais moi voter et que je considère comme mon grand gagnant par rapport aux 5 finalistes. Et puis je me suis dit c'est un petit peu dommage, tu vas peut-être effectivement présenter les deux finalistes qui ont retenu ton attention sans forcément aller jusqu'à voter pour eux, mais ce serait peut-être bien que tu parles aussi de ces autres lectures que tu as trouvées sympathiques, que tu as beaucoup aimées. Parce que du coup j'ai quand même lu quelques livres depuis le mois de novembre dernier et j'ai pas forcément parlé d'eux dans un point lecture, donc je trouve que c'est plutôt intéressant de vous présenter aussi les autres livres pour lesquels j'ai eu une bonne accroche et une bonne expérience de lecture. Je vais quand même commencer par vous présenter les deux finalistes qui ont retenu mon attention et puis ensuite je vous présenterai les autres qui n'ont malheureusement pas passé la barre des 5 finalistes. Je vais commencer par vous parler de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin, écrit par Laure d'Argelos et publié chez Rifka. Et je voulais vraiment remercier la maison d'édition de nous avoir offert l'e-pub et l'e-book de manière générale parce qu'on va l'avoir en PDF et en e-pub parce que c'était un peu un pari risqué je pense, dans la mesure où le livre en lui-même est un objet vraiment superbe et qui mérite d'être acheté au format papier. Je m'explique. À l'intérieur, vous avez des illustrations qui sont incorporées dès le départ dans le récit. C'est prévu, donc l'autrice a prévu les illustrations lorsqu'elle écrivait le roman. C'est d'ailleurs sa sœur qui s'est chargée des illustrations. Et donc c'est vraiment une très chouette expérience de lecture que de pouvoir profiter des illustrations incorporées au récit parce qu'elles jouent avec le texte lui-même. Je vais un petit peu vous expliquer par la suite. Donc, dans Prospérine, virgule point et la phrase sans fin, on se retrouve à Demi-Mot, qui est un village en bordure du texte et là où on va retrouver des familles qui entretiennent un texte. Dans cet univers, on considère que dès qu'un texte est créé, que ce soit une liste de courses, un roman, une non-fiction, bref, peu importe, un livre de cuisine par exemple, eh bien toute une petite ville, une structure va être créée pour s'occuper du texte et entretenir ce texte pour ne pas que les lettres s'effacent et tombent dans l'oubli. À demi-mot, on s'occupe d'un texte dont j'ai oublié le titre mais qui a été inachevé, donc en fait on n'a jamais la fin et les différentes familles s'occupent d'entretenir, par exemple la famille A s'occupe des A, les familles B s'occupent des B et ainsi de suite. Et donc Prospérine, elle, fait partie des virgule points. Et elle est pas comme tout le monde parce qu'elle a décidé de tout à fait prendre une autre voie que de s'occuper du texte, qui est vraiment la voie royale à suivre et la meilleure voie possible quand on fait partie de sa famille. Et elle est plutôt fleuriste. Voilà, elle a décidé d'ouvrir une petite boutique et elle vend des fleurs. Et elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est un petit peu extravagante comme ça et ça lui plaît bien et elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'est tant mieux pour elle. Jusqu'au jour où elle va se retrouver dans sa boutique avec un cadavre sur les bras et elle va remarquer que la police n'y met pas vraiment du sien pour retrouver le coupable et essayer de démêler cette histoire. Et c'est là qu'elle va nous emmener, nous, dans cette enquête et elle va commencer à mettre un petit peu son nez partout malgré les dangers qui pourraient se présenter sur sa route. Donc on se retrouve ici dans un roman très jeunesse et vraiment hyper frais à lire, rien que l'histoire et dès le début en fait quand on vous parle de demi-mot, de ville en bordure du texte, etc. Vous êtes plongé dans cette histoire et dans cet univers et je trouve qu'il a vraiment été extrêmement bien construit de la part de l'autrice et toutes ces illustrations dont je vous parlais justement un peu plus tôt joue vraiment avec le texte et avec cette mise en page, cette mise en forme et j'avais jamais vu ça dans un livre avant, je dois bien l'avouer et j'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant et assez novateur, en tout cas assez pour que je trouve vraiment l'idée incroyable. J'avais regardé la vidéo de l'autrice quand on avait fait les interviews, je crois que c'était au mois de février ou au mois de janvier, je sais plus trop. Et j'avais adoré découvrir ses inspirations, le fait que ce soit sa sœur qui ait fait les illustrations, justement j'ai trouvé ça super cool aussi. Donc
Donc voilà, et je suis vraiment très contente de l'avoir lu en PDF du coup et pas en EPUB, parce que je pense que si je l'avais lu en EPUB, on n'aurait pas du tout eu cette mise en forme du texte et ça aurait été un petit peu dommage. Le travail d'édition du coup est vraiment incroyable, je voulais féliciter la maison d'édition pour l'avoir si bien mis en forme, c'était vraiment super chouette. Le récit est original et l'enquête est vraiment très bien rythmée. Maintenant ça reste un roman jeunesse avec des facilités peut-être un petit peu dans l'écriture, avec des éléments qui, moi je les voyais venir, donc c'était pas tellement des grosses surprises en termes de développement du récit, mais j'ai trouvé quand même que c'était vraiment très sympa à découvrir. Et si vous avez des lecteurs dans votre entourage qui ont, je sais pas moi, 10, 11, 12... allez peut-être jusque 14-15 ans et même encore plus tard parce que vous voyez j'ai 30 ans et j'ai beaucoup aimé le découvrir, n'hésitez pas à le lui offrir, ce sera un très beau cadeau et franchement très bonne découverte, bravo encore à l'autrice et à la maison d'édition. Un autre finaliste qui m'a fait passer un très bon moment de lecture, c'est Fleur de Caux de Laetitia Danaé, publié chez Snag, qui nous a également offert l'e-book et que je remercie beaucoup. Oko est une jeune femme qui vit chez sa tante depuis qu'elle est toute petite et Mama Zayenda, c'est le nom de sa tante, fait de sa vie un véritable enfer. Elle la prend pour son larbin et c'est vraiment elle qui va exécuter toutes les basses besognes de la maison et elle va aussi être victime de mauvais traitements. Quand elle entend qu'un grand sorcier fait passer des espèces d'auditions et est en phase de recrutement pour une nouvelle promotion dans son académie, elle se dit qu'elle va tenter sa chance et elle va passer le recrutement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que pour une fois on a un univers magique qui change, on est vraiment avec en toile de fond des contes, des légendes, des mythes qui viennent d'Afrique de l'Ouest et pour le coup c'est vrai que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement en fantasy. Moi j'ai plutôt l'habitude de revoir des mythes nordiques ou des mythes de chez nous, gréco-romains ou bien encore des mythes japonais, mais assez rarement des mythes d'Afrique de l'Ouest et j'ai trouvé ça vraiment très chouette à découvrir. Les décors tels qu'ils sont décrits ont vraiment l'air d'être magnifiques, on s'y croirait, je trouve qu'il y a une véritable immersion dans l'univers que l'autrice a décrit dans son bouquin. Et grâce au récit rédigé à la première personne, on a vraiment une vraie proximité je trouve avec Oko parce qu'on ressent ses sentiments, on ressent sa naïveté, on ressent aussi ses déceptions quand elle est déçue et je trouve que le récit pour une fois à la première personne, d'habitude je préfère la troisième personne, mais là je trouve que le récit à la première personne s'y prêtait bien et permet au lecteur de vraiment se retrouver proche de l'héroïne. Maintenant j'ai quand même aussi quelques petits reproches à faire à ce roman qui donc ne fera pas partie qui ne sera pas élu sacré grand gagnant à mes yeux pour le PLIB, c'est qu'on est sur fond de féminisme je trouve, en tout cas c'est la volonté, j'ai l'impression qui s'en dégage. Et malencontreusement, on se retrouve dans un roman young adulte qui tombe dans les différents travers, dans les différents clichés qu'on peut habituellement reprocher aux young adultes. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est plus du tout un style que j'ai l'habitude de lire. Là, j'ai quand même assez apprécié ma lecture pour ce que je vous ai présenté juste avant, mais pas pour les relations et la construction des différents personnages. Un exemple de ce problème de féminisme à mes yeux, c'est qu'on a deux femmes qui vont intervenir dans le récit. Et ça va être deux candidates au recrutement et à chaque fois en fait qu'on se retrouve face à ce genre de disposition, j'ai envie de dire, de relations possibles, on va systématiquement mettre les deux femmes en opposition et en conflit. Forcément il y en a une qui va essayer de défoncer l'autre et on n'est pas dans... on est en fait dans cette logique que les femmes entre elles doivent vraiment être des pestes et elles peuvent pas s'entraider alors qu'en fait elles pourraient tout à fait se dire on est deux femmes et on va se serrer les coudes et on va être un petit peu solidaires l'une avec l'autre et ce serait vraiment un angle d'attaque je trouve assez intéressant parce que justement effectivement il n'y a que deux femmes et à chaque fois qu'il y a deux femmes qui sont insérées dans un récit on va se retrouver face à une compétition et pas du tout face à une entraide ou à un exemple de sororité qui lui pour le coup serait davantage féministe que simplement de la rivalité entre les deux personnages. Et donc en dehors de ça, les schémas de young adult ont été vus et revus et je trouve que les relations à la fin du récit qui sont développées, parce que j'ai pas envie de vous spoiler du coup, sont pas du tout une surprise à mes yeux.
Ce premier tome, à mes yeux justement, est clairement sous-exploité et je pense que c'est parce que c'est un premier tome que ça fait cet effet-là. Je lirai le deuxième quand il sortira avec grand plaisir, on verra bien pour la suite, mais il y a toujours ce petit mais justement, parce que je sais que c'est un livre young adulte et je crois que ça va être en fonction de ma lecture du tome 2 que je pourrai définitivement trancher si ce récit me convient ou pas du tout. Je vais donc poursuivre cette vidéo avec les autres livres issus du PLIB qui n'ont pas passé la barre des 5 finalistes, mais pour lesquels j'ai quand même passé un bon moment, enfin plutôt avec lesquels j'ai passé un bon moment. Et je vais commencer par vous parler de L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, que j'ai acheté aux Imaginales de octobre dernier. Je crois que c'était le 15 et 16 octobre ou 16 et 17 octobre, quelque chose comme ça où j'y étais. Et j'ai vraiment eu la chance de l'avoir parce que au moment où je l'ai acheté, je crois qu'il devait en rester après un ou deux sur tout le salon. Donc je suis arrivée samedi et c'était trop bien parce qu'après il n'y en avait plus. Donc beaucoup de chance. J'ai passé un très bon moment de lecture avec celui-ci. Il nous raconte l'histoire de Miri, qui est une arpenteuse qui fait partie d'un royaume qui s'appelle Clarène et qui en fait fait partie aussi malheureusement des bas quartiers. Donc c'est-à-dire elle vivait avec sa sœur qui malencontreusement a été tuée plutôt à cause de son don, et depuis elle essaye d'éviter d'exercer son don d'arpenteuse qui consiste à pouvoir introduire les rêves des gens et soit les manipuler, soit en tout cas orienter le rêve dans une certaine direction, voire peut-être même ramener des objets. Donc son pouvoir est quand même assez intéressant et très 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 convoité, notamment par les gangs de la basse cité. Donc voilà, elle va essayer de se faire un peu discrète après la mort de sa sœur et malgré tout elle va essayer de démêler en fait un problème qui va se passer dans son milieu. Et je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai l'impression que si j'en dis beaucoup plus je vais vous spoiler un petit peu l'histoire. Donc elle va en tout cas être confrontée à un mystère, à un souci qui va peut-être être résolvable, ça se dit ça, grâce à son don, et donc elle va un petit peu s'ouvrir et on va être entraîné dans une aventure avec cette héroïne. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, d'abord c'est que c'est un one shot. Malgré le fait que ce soit un one shot, l'univers est bien développé, il est pas trop lourd, c'est juste assez. Estelle Faye sait très bien doser ses univers. Je vais vous parler d'un autre roman juste après d'elle aussi. Et donc le fait que ce soit justement en one shot et que l'univers soit assez bien développé mais pas trop, ça permet aussi de rendre le récit plus fluide. Évidemment le style d'Estelle Faye et le style d'Estelle Faye qui donne un énorme avantage au récit, je vais pas vous le mentir, elle a une plume incroyable et je trouve que ça fait du bien aussi de voir qu'on sort des schémas justement young adulte habituels, là où j'avais des choses à reprocher à par exemple à Fleur d'Oko dont je vous parlais juste avant. Ici on n'est clairement pas dans ces clichés de romance, de machin, etc. Les personnages sont un peu plus matures et je trouve que ça fait du bien aussi de sortir et d'extirper ces personnages de ces différents clichés dont ils peuvent être dont en fait on s'attend du coup qu'ils soient victimes de ces clichés là et en fait c'est pas le cas et finalement ça devient une bonne surprise, donc franchement c'est cool. La lecture a été très bien, il n'y a pas eu cependant l'étincelle qui m'a fait dire ah oui je vais voter pour lui, donc voilà, mais ça reste une très bonne lecture et moi je vous la recommande de mon côté. Le deuxième livre d'Estelle Faye dont je voulais vous parler, c'est Ouijigo, qu'elle a écrit et publié aux éditions Albert Michel Imaginaire. Et là on n'est pas du tout dans la même ambiance, mais alors là pas du tout. On est en 1793 sur la côte bretonne. Jean Verdier, qui est un officier de la République, arrive à un phare en fait et il essaye d'arrêter Justinien de Salers. Parce qu'il y a plusieurs faits qui lui sont reprochés. Il est arrivé avec une garde, c'est très compliqué d'arriver à la forteresse. Il y arrive cependant et Justinien négocie. En fait il lui dit ok je vous suivrai mais d'abord je vous raconte mon histoire. Et pendant tout le bouquin, du coup jusqu'à l'épilogue, on va se retrouver sur les côtes du Canada. On va se retrouver en fait à revivre l'histoire de sa vie au Canada en Terre-Neuve, avec des personnages, avec une petite touche de fantastique, une petite touche de fantaisie justement, qui va vraiment marquer sa vie à jamais. Et on est dans un roman qui est beaucoup plus sombre, qui est
écrit d'une manière beaucoup plus adulte, je vais dire, que l'Arpenteuse de rêve, où on se retrouvait finalement d'une écriture assez accessible pour des jeunes adultes, des grands ados on va dire. Là on est clairement sur de l'adulte, ça se ressent et c'est ce que moi j'aime dans les romans d'Estelle Faye. J'avais voté pour qu'il fasse partie de mes 5 finalistes, comme ça je peux quand même vous l'annoncer, mais il n'a pas été repris du coup. L'ambiance est sombre, on navigue entre 1754 et 93 dans le froid en fait de deux contrées, avec des personnages qui sont assez mystérieux, voire carrément louches pour certains, vraiment. Elle réussit à quand même faire une vraie histoire, à tisser des vraies problématiques et à aborder des vraies problématiques dans un récit qui est quand même assez court finalement, et peut-être même un petit peu trop court à mes yeux. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus long, ça c'était un regret personnel je pense, mais donc j'aurais bien voulu en avoir un peu plus, avoir un peu plus d'infos. Je crois que le but c'était clairement d'avoir un récit court. Un gros avantage aussi qui permet de rythmer le récit à mort, c'est que le récit commence par la scène de fin. Donc on a juste envie de savoir ce qui va se passer, comment est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé juste avant pour que Justinien termine dans cet état-là finalement. La dimension adulte se fait sentir aussi, je crois, parce qu'il y a un petit côté thriller. On a tout au long du récit vraiment la sensation d'être pris au piège avec les personnages et on ne sait pas si on va s'en sortir finalement, même si on a déjà vu la scène de fin. Donc on essaye de remettre les pièces du puzzle et on essaye d'émettre des hypothèses pour savoir comment est-ce que les gens vont agir les uns vis-à-vis des autres finalement. Et j'ai trouvé ça un peu angoissant et c'était vraiment, je crois, le but d'Estelle Faye en écrivant ça. C'est vraiment une ambiance assez angoissante, assez oppressante, même si il m'a quand même fallu, je l'ai écrit, là je revois mes notes de lecture, il m'a quand même fallu 80 pages apparemment pour me plonger dans le récit, donc il m'a quand même fallu, je crois qu'un tiers du livre. Je crois que ça faisait à peu près 200-210 pages maximum, donc il m'a quand même fallu un tiers du livre pour vraiment me plonger pleinement dans le récit et je crois m'attacher au personnage, puisque c'est un style qui change de ce que j'ai peut-être pas l'habitude de lire, mais en tout cas de ce à quoi je m'attendais. Et je m'attendais pas du tout, je me rappelle quand je l'ai commencé, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si sombre. Un autre reproche que je pourrais peut-être lui adresser aussi, c'est que la dimension magique met du temps à arriver. Et ça c'est un reproche que je peux faire du coup au bouquin suivant aussi, ça me permet de faire un lien avec le bouquin d'après qui est Du roi je serai l'assassin, écrit par Jean-Laurent Del Socorro et publié chez Actu SF. J'avais déjà lu un roman de Jean-Laurent Del Socorro il y a quelques années pour le PLIB justement, c'était Je suis fille de rage. Et j'étais restée sur un a priori, enfin sur un souvenir plutôt mitigé parce que je trouvais que le récit était vraiment très long, je m'étais pas spécialement attachée au personnage et donc j'étais pas pleinement satisfaite et convaincue du récit tel qu'il avait été écrit à l'époque. Et je suis ravie d'avoir réitéré l'expérience finalement, d'avoir lu un livre de Jean-Laurent Del Socorro avec Du roi je serai l'assassin, parce que j'ai vraiment adoré ma lecture, même si du coup je fais le pont avec la lecture précédente. L'élément magique arrive assez tard et pour le coup ici il est assez ténu, mais comme dans je crois a priori tous les livres de Jean-Laurent Del Socorro, c'est pas la première fois qu'on lui fait ce reproche, en tout cas qu'on énonce cette caractéristique de son récit. Pour cette fois, on est en Andalousie, on est au XVe siècle. Et on va suivre le personnage de Sinan et de sa jumelle qui s'appelle Rufaïda, qui apprennent à vivre sous le joug des catholiques en tant qu'eux-mêmes musulmans convertis au catholicisme. Donc on est en pleine période d'inquisition et la vie est pas facile pour les gens d'une autre religion que le catholicisme à l'époque. C'est pour ça que le père de ces deux jumeaux va les envoyer étudier à Montpellier et ils vont entamer un voyage pour aller vivre en France et étudier en France pour pouvoir être diplômés. Je crois qu'ils vont en fac de médecine, je suis plus certaine, mais je pense qu'il y a médecine et je sais plus quoi. Bref. Le problème c'est qu'à cette époque-là en France, il y a là aussi des guerres de religion et donc ça va pas être si facile que ça et on va vraiment suivre la quête d'identité de Sinan à travers toutes ces années et voir comment ce personnage a évolué, a vraiment marqué mon esprit
et fait en sorte que je m'attache à ce personnage. J'avais vu l'interview de Jean-Laurent Del Socorro à propos de ce livre et j'étais tout à fait d'accord avec lui quand il disait que quand les personnages sont bien construits, quand les personnages sont bien écrits et vivent une aventure finalement, je pourrais les suivre n'importe où, dans n'importe quel univers. Et c'est à peu près ce qu'il avait dit, je me suis dit c'est carrément vrai en fait. Quand on s'attache aux personnages, quand on s'identifie à ce qu'ils vivent, ou quand on éprouve beaucoup d'empathie pour eux, finalement, moi, tout ce qu'il y a autour, oui c'est super cool, mais ça ne fait pas tout. Donc des fois on a un univers qui est extrêmement bien construit et les personnages sont un peu palos et c'est un petit peu dommage. Et alors que quand on a finalement un univers qui comporte des personnages qui sont riches, qui sont nuancés, qui montrent des failles, des faiblesses et qui montrent aussi une évolution, un changement dans leur façon de voir le monde, de vivre leur vie, eh bien je suis beaucoup plus attirée par ce genre de récit et beaucoup plus satisfaite lors de ma lecture. Mon expérience de lecture est quand même bien meilleure quand j'arrive à m'attacher au personnage principal, il n'y a pas de secret avec ça. On se retrouve avec un récit qui je trouve est incroyable, les personnages sont incroyables et moi de mon côté j'avoue que j'ai adoré me replonger dans l'histoire de l'Andalousie au XVe siècle et dans l'histoire de la France aussi au XVe siècle. Ça me rappelait mes cours d'histoire moderne à l'université et ça m'a rappelé donc de très bons souvenirs et j'ai adoré me replonger dans ces souvenirs-là, puisqu'il faut savoir que Jean-Laurent Del Socorro se documente incroyablement bien pour rédiger justement ces récits et ça fait vraiment toute la différence aussi je trouve d'avoir ce souci, cette précision, ce souci du détail, ça se sent et c'est appréciable vraiment, c'était incroyable, j'ai vécu, il a fait partie aussi de mes 5 finalistes qui du coup n'ont pas été retenus je crois pour la première raison que j'avais énoncée qui était que l'élément magique finalement arrivait un peu tard et était un petit peu ténu mais vraiment je garde un souvenir incroyable de cette lecture et je vous la recommande à 2000%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que je n'aurai pas été trop brouillon dans mes avis. Si jamais nous avons des livres en commun, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires. Et si jamais vous êtes juré et qu'il y a aussi d'autres livres que les 5 finalistes qui vous ont plu, n'hésitez pas aussi à me recommander ceux que vous avez particulièrement aimés et qu'il faut absolument que je découvre, sinon je passe à côté d'incroyables lectures. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!